Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Forum des images. Je voulais juste faire un petit mot de bienvenue. Je suis Élise Tessarek et je dirige le département programmation et éducation aux images. Je suis aussi directrice artistique du Forum. Et je suis ravie, plus que ravie même, parce que c'est la première édition de ce salon à Paris. C'est pas la première en France. Il y a beaucoup d'éditeurs et d'éditrices qui sont venus de toute la France et on est dans l'ADN du forum. Donc il n'y a pas meilleur endroit, je crois, pour que cette première édition se fasse en région parisienne. Je vous fais pas l'affront de vous présenter le Forum des images, même si peut-être que certaines d'entre vous viennent pour la première fois. Juste une petite interrogation surprise. Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas du tout le forum ? Alors pour vous, non, juste redire que c'est un lieu évidemment d'image, de cinéma, d'art visuel. Il y a des séances tous les jours dans cette salle, dans une plus grande encore qui fait 500 places et une salle 100 aussi. On a beaucoup d'ateliers d'éducation aux images autour des pratiques adolescentes. Notre programmation se fabrique autour de cycles thématiques. En ce moment, on est dans musique et puis beaucoup de festivals aussi. On vient de terminer le festival Carrefour du cinéma d'animation, dont c'était la 22e édition. Et puis, il y a d'autres festivals qui jalonnent notre saison. La reprise au mois de juin aussi de la sélection de la quinzaine des cinéastes. Donc voilà, je vous invite à regarder aussi. Et peut-être pour vous qui êtes cinéphiles, une petite précision sur notre programme post-fête de fin d'année qui s'appelle Hollywood Millennials et qui va pendant 3 mois en fait proposer une programmation qui fait résonner des films très contemporains, donc post-année 2000, pas seulement américains, avec des films de l'âge d'or hollywoodien. Voilà. Et a priori, on aurait probablement la venue d'un grand cinéaste américain qui viendrait à cette occasion. Vous en saurez plus prochainement. Je croise les doigts, j'attends sa réponse dans le week-end. Je suis ravie. Vraiment, on a collaboré de manière très étroite. Après, il y aura 3 semaines de sieste pour tous les éditeurs et éditrices. Merci beaucoup à vous et je te laisse la parole. Merci Élise, merci à vous d'être venus si nombreux, ça fait vraiment super plaisir. On est ravis d'être accueillis par le Forum des images et on vous remercie encore au lieu de la cinéphilie. Je ne vais pas redire tout ce qu'Élise vient de dire. Et on vous propose, je laisse tout de suite la parole à Philippe Rouillet qui va animer de main de maître la discussion sur les bonus et l'accompagnement éditorial pour le support physique. Bonne discussion, merci. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette table ronde. Et qui dit table ronde dit invité, et désormais je vais vous présenter mes invités, en commençant par Dorian Servoin, le responsable des éditions DVD chez Blackout. Natacha Missoff, qui est responsable des éditions DVD chez Potemkin. Anaïs Guillon, qui est directrice de la distribution au Film du Préau, qui est une société spécialiste pour les films pour enfants et qui s'occupe aussi de l'édition DVD de ses propres films depuis 2017. Et puis Jérôme Ouibon, qui est le directeur des collections Nos années 70 et Nos années 80 chez Studio Canal, mais qui est aussi documentariste, archiviste et qui est consultant pour différents éditeurs vidéo. On peut le dire, c'est un scoop, il prépare actuellement un livre sur 50 ans de cinéphilie à l'heure de la vidéo. Donc... autant dire que c'est un livre qu'on attend avec beaucoup d'impatience. Alors, j'en ai passé des choses.
Hop, allez, on a un PowerPoint avec nous, c'est la vie est belle, c'est la vie moderne, c'est le forum des images. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir étayer notre conversation avec des extraits. Des extraits, pas des extraits de films, des extraits de bonus. Ah oui, parce qu'on est là pour parler du bonus. Alors, spécificité du support physique, c'est vrai que c'est vraiment le plus de bonus, c'est en plus, les bonis, disait Agnès Varda, quand on les mettait en pluriel, c'est ce qu'il y a de plus. Alors, c'est vrai que certaines plateformes, certaines chaînes ont essayé d'accompagner la diffusion de films de bonus, mais ça n'a jamais été très concluant, ni très suivi des faits. L'idée, c'est vraiment de prolonger le plaisir du film ou du spectacle avec quelque chose en plus, et qu'on peut voir dans la foulée. L'avantage du bonus, il y en a déjà deux, c'est qu'il n'y a pas de risque de divulgacher, puisque a priori le bonus se voit après la vision du film. Bon, il y a le cas de certaines qu'on appelle des présentations, mais encore, j'appelle toujours à la méfiance quand on voit présentation sur une édition vidéo, parce que des fois la présentation, c'est une demi-heure et ça spoil comme des cochons, donc c'est plus du tout une présentation, c'est en fait une analyse. Mais il y a aussi des gens qui font des vraies présentations, par exemple Jean-Baptiste Auré, McMahday, dans sa collection McMahday chez Studio Canal, il fait une présentation qu'on peut regarder avant, pour avoir un peu de contextualisation, et voilà. Mais les bonus qui sont des bonus d'analyse, d'interview, de tout ce qu'on va pouvoir, de ce dont on va pouvoir parler maintenant, ça vient après, et donc voilà, on peut parler dans le fond des choses sans déflorer, sans risquer de déflorer la première vision des spectateurs. Et puis surtout, par rapport au documentaire sur le cinéma, le bonus résout un problème qui est le droit à l'image. Le droit des images, c'est-à-dire que si tout d'un coup, là, demain, l'un de vous dit « je vais faire un super documentaire sur Scorsese », va falloir allonger la monnaie si vous voulez des extraits de Scorsese. Alors que si vous êtes l'éditeur de Scorsese, vous piochez dans le film que vous avez, et encore mieux si c'est un coffret, et vous avez les images que vous voulez pour vos bonus, sans avoir à débourser. Ça, c'est aussi une spécificité et un avantage. Alors, on va rentrer vraiment dans le cœur du sujet avec un premier exemple. L'idée, c'est que chacun des éditeurs avec moi ce matin, on a préparé ensemble un travail, un échantillon sur leur travail. Donc, on va passer des extraits de bonus, et chaque extrait, évidemment, pose des questions spécifiques par rapport aux bonus, parce qu'une fois qu'on a dit que c'est super les bonus, que tout le monde veut en voir, que tout le monde veut en faire, il y a quand même un certain nombre de questions qui se posent. C'est-à-dire, la première, c'est qu'est-ce qu'on montre ? Qu'est-ce qu'on montre ? Qu'est-ce qu'on fait comme bonus ? Est-ce qu'il y a une alternative à une tête qui parle et des images, des extraits du film derrière ? Est-ce qu'on peut imaginer autre chose ? Alors évidemment oui, vous le savez, et on va un peu réfléchir ensemble à ce qu'on peut faire. Alors le premier exemple, c'est avec, vous le voyez, l'édition Rimini. Alors Jérôme l'a apporté, l'édition de Si Versailles m'était compté de Sacha Guitry. Alors, donc une super édition pour lequel il a fait un travail sur les archives. Vous savez que si vous êtes familier des collections de Jérôme, là, nos années 70 aux années 80, un des gros avantages de ces éditions, c'est qu'il propose en bonus des entretiens rares, des entretiens d'époque rare, des entretiens avec Alain Delon dans Les Seins de Glace, avec Paul Meurice dans Le Gitan, bref, des entretiens qui dépassent le film. Là, c'est un entretien avec Sacha Guitry. Tu veux présenter avant que je lance l'extrait ? Tu préfères que je présente ? Comme tu veux, c'est toi qui choisis. Oui, il y avait... alors là, c'est des archives qui étaient stockées à l'INA. Oui, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, c'est tiré d'une émission de télévision diffusée en prime time en 54, 2-3 mois avant la sortie de Si Versailles m'était compté. Le film était un événement, et donc la télévision s'était dit on va demander à Sacha Guitry de nous raconter pendant 1 heure le tournage et les coulisses de son film. Donc en studio, ils ont reconstitué son bureau. Cette émission donc a été diffusée et elle a été perdue. Mais par contre, l'INA a retrouvé il y a quelque temps les rushs de tournage, parce que c'était tourné en 35 mm, donc les rushs des plateaux
avec les claps, avec les hésitations. D'ailleurs, j'ai monté à la fin, enfin, vous ne verrez pas ici, mais les prises ratées dans le générique de fin, à la Jackie Chan, hein, sans cascade parce qu'il ne bouge pas du tout de son fauteuil. Et donc, on s'était dit, donc Lina m'avait prévenu de ça, TF1 Studio, qui est l'ayant droit du film, était au courant. Et quand Rimini m'a contacté pour travailler sur le Guitry, je me suis dit, attention, stop, il y a un truc à faire. On va essayer de reconstruire cette émission qui est perdue et qui était donc Guitry qui raconte ses coulisses et de temps en temps appuyer sur une petite sonnette dans les rushs pour lancer l'extrait qui donc a été perdu. Et donc, je me suis dit, mais essayons de reconstruire l'émission. Il manque une bobine ou deux, hein, donc elle est un peu incomplète, mais pour lui donner une cohésion. Et voilà, parce que balancer les rushs, ça n'a pas d'intérêt, en fait. Il faut proposer quelque chose qui soit regardable. Et donc, voilà, d'alterner donc les présentations, enfin les textes et puis le discours de Guitry, qui est évidemment qui est une prose, on est au-delà de l'exercice de raconter des coulisses, avec les extraits restaurés du film en couleur, et ces éléments-là, en noir et blanc, sont aussi restaurés. Donc il y avait la volonté de... Mais j'en avais peut-être dit beaucoup, mais... Non, voilà, ça permet de bien contextualiser, on regarde ce que ça donne, on regarde un extrait. La télévision a eu l'amabilité de me demander de vous raconter non pas mon film si Versailles m'était compté, mais certains détails le concernant et relatifs à sa préparation et à son tournage, et je le fais bien volontiers. Mais dans Versailles, il n'y a pas que des personnages illustres. Il n'y a pas que des rois et des reines. Il y a aussi des inconnus, des gens du peuple. Il y a par exemple une fille qui chante, un homme qui écrit, une nommée Louison, un paysan qui passe, un laquais. Mais si ce sont des inconnus, du moins sont-ils interprétés par des acteurs qui sont fameux. Le paysan, c'est Yves Degnaud. L'homme qui écrit, c'est Daniel Gelin. Cette nommée Louison, c'est Daniel Delorme. Cette fille qui chante, c'est Édith Piaf. Il y a aussi un gondolier, et qui n'a pas de nom, et qui n'a pas un mot à dire, et qui lui-même chante. Et c'est Tino Rossi. Lorsqu'il m'a été donné de voir pour la première fois une projection complète de mon film, j'ai constaté que la plupart de mes personnages principaux se jetaient aux genoux les uns des autres. Et j'ai pensé que, coup sur coup, cela pouvait être amusant à voir. Louise de La Vallière se jette aux genoux de Louis XIV, à l'époque où il a 20 ans. Mademoiselle de Fontanges se trouve aux genoux du roi quand celui-ci en a 60. Madame de Montespan se met aux pieds du roi pour obtenir sa grâce. La Pompadour se met à genoux devant Louis XV. Le cardinal de Rohan plie le genou devant la reine. Enfin, Fersen se jette aux pieds de Marie-Antoinette. Ayant cité Madame de Montespan, je veux vous dire deux mots de Claudette Colbert, qui a joué ce rôle dans mon film. Née française, Claudette Colbert a fait toute sa carrière en Amérique, carrière magnifique. C'était la première fois que l'occasion lui était donnée de jouer en langue française. A-t-elle de l'accent? Aucun. Mais il s'est produit un jour une chose extrêmement curieuse. Elle tournait et tout à coup, elle a eu un minuscule défaut de mémoire, dont personne jamais ne se serait rendu compte d'ailleurs. Moi-même, qui suivais le texte mot à mot, je ne m'en suis pas aperçu. Nous connaissons tous ces secondes d'angoisse qui représentent moins en vérité un défaut de mémoire que la crainte atroce d'en manquer. Et elle pouvait parfaitement continuer son texte, comme elle l'a continué d'ailleurs, mais le sort a voulu qu'elle le fît en anglais. Et ça donnait ceci. Je comprends vos raisons, mais dites-moi pourquoi you are very sorry tonight. On a coupé tout de suite et j'ai voulu savoir ce qui s'était passé. Elle m'a répondu, eh bien c'est parce que je pense en anglais et que je suis obligé de traduire chaque mot. Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il fait lui-même l'analyse de son film. C'est-à-dire que ce que pourrait faire un exégète en disant c'est formidable, ce travail de les échos entre les personnages qui s'agenouillent. Lui, il le fait. Ouais, c'est ça. Et oui, j'insiste, c'est une reconstruction parce que comme on n'a pas le résultat final de à quoi ça ressemblait en 54, voilà, il fallait et puis il manque une bobine ou deux. Il fallait reconstruire ça.
Et le document vierge était déjà exceptionnel, mais voilà, il fallait trouver le moyen de le présenter, quoi. Et voilà, Lina, la personne est dans la salle, a restauré ces images avec beaucoup d'amour. Et voilà, donc présenter ça, c'était... c'est, je crois, le projet le plus fou que j'ai fait cette année, quoi, pour le coup. C'est l'avantage donc du film de patrimoine, c'est que de pouvoir avoir accès à des archives. Mais encore faut-il savoir qu'elles existent. C'est-à-dire que moi, ce que je retiens dans cette aventure, c'est que tu savais à l'avance qu'il y avait quelque chose qui existait. Donc tu savais quoi chercher. Parce qu'en fait, c'est ça la complication. C'est qu'on dit, bon voilà, il y a tel titre, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme archive? Si on n'a pas du tout d'idée, on fait comment? Parce que si on appelle juste Lina, ça ne peut pas suffire. Oui, et puis... je pense que le support physique, c'est le seul endroit où on peut montrer ça de cette façon. C'est-à-dire qu'une chaîne de télé va pas diffuser ça, on va pas mettre ça sur le net. C'est l'aspect, la partie bonus des disques permet ça, quoi. Après, il y a un temps à trouver. Voilà, il fallait attendre que les planètes soient alignées, un éditeur vidéo qui achète le film est restauré. Donc on se dit, parce que ça remonte à plus d'1 an, cette découverte, enfin en tout cas pour moi, de ces rushs, et de se dire, ah bah attends, là il y a un truc, Philippe, on avait discuté aussi sur la vie privée de Sherlock Holmes, un making-of sur le tournage que j'ai découvert 10 ans avant de travailler sur le Blu-ray. C'est à l'atelier d'images et c'est une édition exceptionnelle, une des plus belles de l'histoire du DVD en France, parce que on a accès à la fabrication d'un sketch qui a été coupé, perdu. Ouais, il restait que des photos de ces scènes qui ont été coupées au montage, et là on voit le tournage de ces scènes-là. Et le doc en plus fait 1 heure, on le voit discuter de l'écriture avec son scénariste Diamond. Enfin voilà, ça a été, j'avais trouvé ça et c'est resté sur mon étagère pendant 8 ans avant qu'un éditeur ait accès au film, les droits. Donc voilà, mon étagère, elle est sympa, mais ce qui est quand même plus sympa, c'est que tout le monde puisse en profiter de ces choses-là, quoi. Et quand on s'appelle Jérôme Ouibon, on passe sa vie à essayer d'avoir des idées, puis peut-être des gens viennent te voir en disant, moi je sais qu'il y a un truc, ça serait bien qu'on le retrouve. C'est ça. C'était le cas aussi sur Brisby et le secret de Nîmes pour aussi Rimini. Quand il me dit, ouais, je vais travailler là-dessus, je dis, écoute, je pense qu'il y a eu un making-of d'époque en tournant 16 mm, un truc sans doute promotionnel, mais si on peut le retrouver, ça doit faire 10 minutes, quoi. Et finalement, j'ai retrouvé il y avait des éléments à Paris parce que le réalisateur de ce making-of était français, allez savoir pourquoi. Et finalement, il faisait 55 minutes. Donc on a pu le restaurer en 2K et le proposer. C'est génial, quoi. Enfin, je pense que les fans d'animation, en plus c'est la seule édition au monde à proposer cette archive. Voir Don Bluth travailler, alors évidemment c'est le passage du temps et c'est un document d'époque, mais ça fait 55 minutes, donc il y a de la profondeur. Mais ça coûte, et ça veut dire aussi qu'il faut avoir un budget pour l'éditeur pour acheter. Oui, parce que c'est pas moi qui paye, en fait. Oui, c'est ça qui est bien, en fait. Je fais dépenser l'argent aux éditeurs. Parce qu'il y a quand même la question qu'on se pose toujours par rapport aux bonus. Nous, évidemment, plus il y a des bonus, plus on est content et tout ça, mais tout ça a un coût. Comment on le gère, est-ce que par exemple là on prend cet exemple parce que tu disais c'est peut-être le projet le plus fou que j'ai cette année, la reconstruction de cette archive avec Sacha Guitry, est-ce qu'on a un pourcentage de se dire bon il y aura plus d'acheteurs et donc parce que ça a dû drôlement saler quand même la note de fabrication. Oui, après le CNC aide les éditeurs et est en demande. Bon, il y a une aide financière, mais le CNC, dans ses commissions, demande aux éditeurs de concevoir des bonus, avec aussi peut-être une demande d'aller aussi vers l'INA aussi. C'est un cercle de volonté que les choses soient vues, et le support physique demande. Enfin, c'est l'occasion ou jamais sur ce film de Guitry de proposer, parce qu'il y a évidemment d'autres bonus, des analyses avec des historiens, tout ça, de faire quelque chose de plus complet possible, parce que de toute façon, ça sera la dernière édition du film en physique.
Enfin, soyons clairs, Caligula, c'est pareil. Donc, sur le patrimoine, on essaie de faire Alors, je sais qu'il y a 20 ans, il y avait déjà des éditions définitives, mais c'était du marketing. Forcément, 2 ans après, il y avait une nouvelle édition, avec du 5.1 ou je sais pas quoi, de l'Arcamis, tous ces machins. Là, on est en 2025, on fait, je pense, les dernières éditions de ces films. Donc, allons-y, quoi. Allons-y. Le CNC aide les éditeurs et moi et forcément, et parfois c'est pas possible parce que c'est trop cher, voilà, ou il y a des problèmes de droit aussi sur cette archive. Ça m'est arrivé sur un Bergman, le making of, on n'a pas pu l'avoir parce que il y avait un flou juridique. Donc bon, voilà, c'est tout, mais il y a des envies, quoi. Les envies, elles sont là. En tout cas, on retient aussi cette idée du CNC. Je crois que personne n'est du CNC ici, mais enfin, on les remercie beaucoup parce que sans eux, on n'aurait pas ces si belles éditions en France. Je pense qu'il faut être fier de nos éditions. Il y a évidemment des très grands éditeurs aux États-Unis, Criterion, en Angleterre, Arrow et tout ça, mais nos éditions sont parmi les plus belles du monde. Mais c'est comme notre cinéma. On bénéficie d'un fonds de soutien, d'un CNC qui est très actif, et le CNC est très clair sur la vidéo. Corrigez-moi si je me trompe, mais s'il n'y a pas de bonus, il n'y a pas de subvention. C'est pas aussi... Oui, ça marche. Ça marche pas. Ah, ça y est, ouais. Je pense que c'est pas aussi radical parce que là, on parle de patrimoine, mais notamment les films récents ne méritent pas tous de faire une thèse dessus. Et pour autant, le fait de les rendre disponibles en vidéo physique... Alors là, l'avantage, il est peut-être moins sur les bonus que sur le fait qu'il sera accessible au plus grand nombre. Par exemple, via les médiathèques, etc. Et puis l'audio-description. Les SME, les sous-titres sourds et malentendants, l'audio-description. C'est pas aussi radical, mais le CNC pousse quand même, puisqu'il subventionne, à ce qu'on fasse les meilleures éditions. Sur le patrimoine, par contre, possibles. sont très actifs, oui, très demandeurs. Et d'ailleurs... Très critiques aussi sur le résultat, aussi, quand ça l'a... Voilà. Les médiathèques, c'est aussi très très important. C'est aussi pour ça, des fois, des gens me disent, mais pourquoi ça continue les DVD ? Parce qu'on a des Blu-ray, on a des UHD qui sont objectivement de meilleure qualité. Mais il y a des tas d'endroits qui ne sont pas équipés. Les médiathèques sont équipées à 90% uniquement en DVD. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y a des gens qui n'ont pas de lecteur, mais qui peuvent se prendre un petit lecteur DVD pour aller sur leur ordi. Mais évidemment, ça marche beaucoup moins bien avec le Blu-ray. On va prendre un autre exemple de patrimoine avec toi, Natacha, avec Caligula. Alors, avant de rentrer dans la présentation du bonus, c'est aussi un avantage du support physique, c'est que pour un film comme celui-là où il y a plusieurs montages, eh bien, de réunir dans un coffret, montre ce coffret merveilleux, eh bien, la possibilité de mettre plusieurs montages du film à l'intérieur d'un même coffret. Alors, avec Potemkin, là, on voit aussi le plaisir du support physique, qui est aussi le plaisir d'un coffret, donc coffret bois, après coffret en métal. Alors, c'est pas un steelbook, mais c'est un boîtier métal, hein, c'est ça ? Attention. Alors, Metal Pack, parle-nous de... De l'objet. Oui, tant qu'on y est. La boîte en bois, on en a fait quelques fois. Là, on l'a fait. C'est un visuel qui a été dessiné par Bill Zienkiewicz exprès pour la sortie. Je suis pas sûre qu'il ait été utilisé pour la sortie salle, mais pour le dernier montage qui était à Cannes en 2023. Et du coup, nous, on a demandé à l'avoir pour le coffret. Ensuite, il y a le Metal Pack. Alors là, il y a 4... Ah oui, je fais l'anecdote. Parce qu'il y a 4 galettes, voilà. Ça rentre. Les 3 versions et le UHD. Et en fait, ça, c'est la médaille qui sert à toute la com autour de films depuis le début. Et grâce à Google, ça arrive, on a trouvé le verso d'un sesterce d'époque, de l'époque de Caligula, où il y a ces 3 sœurs gravées avec leur nom, dont Drusilla qui est dans le film, pour ceux qui... Les 3 sœurs ayant eu un destin caligulesque, quoi, je dirais. Et on a fait un livre, en plus avec des photos d'archives et des textes écrits pour le livre et des interviews pour le livre. Voilà. Parce que c'est aussi ça, un glissement, j'allais dire, de l'édition physique. Au début, il y a eu timidement des petits livrets
qui était inséré, et plus va, plus là on voit un livre chez Carlotta, je ne sais pas si notre ami Vincent est là, mais vous avez leur collection CUC, la coffret ultra collector, où il y a systématiquement un livre relié et les disques viennent s'insérer à l'intérieur du disque. Et donc là, vous proposez 3 montages, parce qu'il y en avait encore plus, mais vous avez sélectionné 3 montages. Et dans le bonus que tu nous amènes, et ça c'est j'aime beaucoup Potemkin pour ça, quand ils font plusieurs versions, plusieurs montages. C'était le cas par exemple pour Nymphomaniac. Il y a un bonus qui vient dire les différences entre les versions. C'est-à-dire que l'acheteur du DVD n'a pas à se coltiner lui-même, de prendre ce qu'il m'arrive de faire avec certaines éditions qui ne font pas ce travail, plusieurs écrans pour comparer. Parce que des fois, ces 3 scènes qui sont rajoutées, alors là c'est facile, on les voit, mais des fois, et c'est le cas de Caligula, et vous allez le voir, c'est pas des scènes en plus, c'est des plans différents, c'est des plans qui sont présents. Alors donc si vous n'avez pas les 2 sous le nez, je sais pas, je vois le film une fois et après je vois une autre version, vous vous souvenez de rien, vous voyez rien. Là, il y a un montage qui va nous expliquer. Alors, vas-y, présente, c'est entre deux versions. Oui, en fait, Caligula, je pense qu'il y a une version par pays, parce que quand c'est sorti, chaque pays a fait sa censure. Et on n'a pas mis 150 versions, on a vraiment choisi les 3 qui y sont. Il y a la toute première, il y a la toute dernière, et on a choisi d'en mettre une 3e qui est Io Caligula, qui est le montage, le remontage fait par Franco Rossellini, donc neveu de Roberto Rossellini. Donc il y avait eu une copie censurée en Italie, et lui, dans les années 80, a refait un montage. Et ça nous intéressait de montrer celui-ci par rapport à d'autres, parce que Franco Rossellini, il était producteur exécutif, je n'ai pas le terme exact, mais il était sur le plateau, sur le tournage, il a géré tous les égos. Donc c'était quelqu'un qui avait la connaissance du projet depuis le début. Et c'est ça qui était intéressant pour nous, pourquoi on a rajouté ce 3e montage, et qui est assez différent des autres. Après, peu importe si on préfère l'un ou l'autre, mais c'était intéressant d'avoir ces 3-là. Et en fait, Caligula, c'était compliqué parce que quand donc l'Ultimate Cut, qui est sorti en 2023, qui était à Cannes, a fait grand débat, parce que donc c'est Thomas Negovan, avec l'appui de Penthouse, qui est producteur du film à la base, ils ont retrouvé des rushs qui étaient perdus dans une cave, pour faire rapide. Et ils ont décidé de tout restaurer et de remonter le film en s'appuyant plus sur la trame du scénario de Gore Vidal. Et aussi en repensant du coup le film plus à travers ses personnages. Donc on a ça a fait débat, parce que peut-être Tinto Brass, même si on connaîtra jamais son montage et on saura jamais ce qu'il aurait voulu faire, mais on connaît son univers. Et d'ailleurs dans le coffret on a mis un documentaire qui était inédit, Tinto Brass, qui raconte sa carrière et qui analyse un peu son cinéma, pour que les gens puissent comprendre entre les versions. Même sans être historien, mais je veux dire, on voit ce qui est brassien, et notamment dans le premier montage. Et en fait, ce débat de dire ce dernier montage, il est scandaleux. En fait, de toute façon, comme il n'y aura jamais le vrai montage du réalisateur, tout montage a une légitimité. Et puis bon, là, c'est pas un mec qui a fait ça n'importe comment, mais ce qui était intéressant, plutôt que de se dire il y en a une qui est vraie et une qui n'est pas vraie, c'était quelles sont les différences. Et on a choisi de comparer 2 séquences. C'est Olivier Rossignol qui s'en est occupé, et qui est vraiment super. Et on avait choisi 2 séquences, une en gros où la version de 79 est mieux, et une où la version de 2023 est mieux, pour faire très court. Et dans son analyse, il explique pourquoi telle séquence, là c'est filmé comme ça, c'est monté comme ça, on a tel angle, donc pourquoi ça fonctionne mieux, c'est plus puissant dans telle version
que dans l'autre. Et voilà. Alors, on a choisi de vous montrer un extrait du bonus où la version la mieux, c'est la dernière. En fait, il n'y a pas eu de débat entre nous avec Natacha. C'est simplement la dernière version est moins sexe. Donc, on est quand même à 11h le dimanche matin. Il y a quelques nudités, mais je veux dire, par rapport à la version, c'est quand même moins hard. Donc, voilà, c'est un extrait. Je dis pas que l'extrait est tout public, mais ça va, c'est pas hardcore. Ce qui fait que le ramper ne signifie plus rien dans ce montage, y compris César Tout-Puissant dit qui n'est que l'aboutissement d'un jeu qu'on n'a pas vu auparavant. Et justement, la version de Negovan réintègre ce jeu de Et César Tout-Puissant dit comme un élément essentiel. Keep a note of all those who fail on Janus. Almighty Caesar says, stand! Mieux, on pourrait identifier la scène à ce jeu. Caligula joue avec les membres du Sénat, met en lumière les degrés de domination, il ridiculise la notion de pouvoir avec les dominants et les dominés, il organise le jeu de pouvoir dans toutes ses acceptions à travers ces petites épreuves humiliantes. Prenez du raisin, levez-vous, sautez, pour aboutir à cette synthèse qui résume toute leur attitude. Ramper. Et finir par le « je les déteste ». Il suffit d'avoir le pouvoir pour que tout le monde obéisse. C'est évidemment une séquence dont la teneur politique est bien plus forte ici. Caligula est montré aussi, malgré toute sa puissance, dans sa solitude. Il est seul. Seul Césonia reste de son côté. Dans le montage de 1979, on voit Hélène Mirren se lever, et le plan d'après, elle est de l'autre côté. Dans le montage de Negovan, on voit clairement Hélène Mirren passer de l'autre côté. Avec tous ces rires forcés de pauvres pantins effrayés, c'est une scène magistrale, ridicule, carnavalesque. Le regard totalement désemparé d'Hélène Mirren est fantastique, il fait partie des détails essentiels qui portent la scène. Elle prend justement une tonalité tragique par ces moments fugitifs, des parcelles de fragilité, d'émotion et d'intime au milieu du chaos. Là, vous voyez, il y a en plus du montage. On n'est pas dans le split screen, mais on est juste l'un après l'autre et on voit très bien les différences. On voit ce plan Hélène Mirren. Est-ce qu'on la voit dans ce plan large où elle franchit d'un bord à l'autre ou pas? Ça change toute la perception. C'est assez excitant. Alors, parce que ça a été compliqué de retrouver toutes ces versions. Non, ça a été cher. C'est pas très compliqué. En fait, on a à la base, on a récupéré les droits de l'Ultimate Cut, et ensuite, il faut faire avec Penthouse, signer des contrats un peu bizarres et payer. Et voilà. Et alors, vous proposez à l'intérieur une version UHD, donc 4K. Alors, il a fallu choisir, vous ne mettez pas les trois sur le 4K. Bah non, on a mis la seule qui est restaurée en 4K, qui est la dernière, et pour laquelle aussi les couleurs, parce que c'est un UHD Dolby Vision, ce qui permet d'avoir une meilleure palette de couleurs, et ce qui donne à notre avis tout son sens à l'UHD. Et par exemple, ça c'est aussi... c'est pas forcément lié au bonus, mais le film, on l'a sorti sur 3 supports pour que tout le monde puisse y avoir accès. Le film dure 3 heures, la dernière version. Donc, si vous voulez le voir en DVD, dans la mesure où la première version elle a déjà été éditée, c'est une galette et il n'y a pas de bonus. Un DVD. Parce que de toute façon, on ne peut pas mettre plus de choses sur le DVD, et financièrement, c'est impossible, en tout cas pour ce film-là, de faire des éditions identiques selon les supports. Après, on a fait un combo DVD en Blu-ray. boîtier métal, Blu-ray UHD, qui se retrouve aussi dans ce coffret collector. Avec les 4 galettes. Avec les 4 galettes, voilà. Mais il n'y a qu'une galette UHD qui est l'Ultimate Cut restaurée 4K. D'accord.
et ce coffret collector qui propose en plus le livre. Oui, et même en fait... par rapport à l'édition dont tu parles, là, le combo DVD Blu-ray. Il s'est posé aussi d'autres questions, par exemple au bonus, quand on édite un film, même si là c'était édité une dernière version, mais qui a déjà été édité. Donc, est-ce qu'on reprend les bonus des éditions précédentes et qu'on les rachète. Quand c'est pas le même éditeur. Qu'on refait le sous-titrage parce qu'en général on a envie qu'il soit mieux. Et ou est-ce qu'on les reprend pas? Et alors, par exemple, il y a un éditeur australien, Umbrella, qui a sorti le film avant nous et qui lui était dans l'exhaustivité. Donc en termes d'archives. Bon, déjà, ils sont anglophones, donc ils sous-titrent pas, ça aide. Mais en termes d'archives, c'est pléthorique. Et nous, on n'a pas les moyens de faire ça. Et à la limite aussi, c'est un choix éditorial que de ne pas tout mettre sous prétexte que ça existe. Donc, on a choisi les interviews d'archives qui nous intéressaient. Et même, j'ai choisi parfois de mettre 2 fois. Il y avait 2 interviews d'une même personne, mais je mettais les 2 parce que je trouve elles n'avaient pas été faites aux mêmes époques. Et je trouvais ça intéressant de comparer ce que pouvait en dire un comédien en fonction avec le temps qui passe. Pareil pour Tinto Brass. Et puis le livre, en réalité, on a fait tout écrire pour cette édition. Donc il y a Julien Sévéon qui a écrit toute une partie sur l'histoire du tournage. Olivier Rossignol qui a fait toute une analyse du film en le mettant en parallèle avec Fellini, Ken Russell, et 2 interviews de Thomas Negovan. Là pareil, il y en a 2 parce qu'ils en ont chacun, ils l'ont interviewé, mais il dit pas la même chose dans les 2. Il se contredit pas, hein, c'est pas pour le piéger, mais en fonction de la personne qui interviewe, ça a pris des chemins différents. C'est évident que quand on fait du patrimoine, c'est très intéressant d'avoir des interviews à des moments différents. Par exemple, je pense à Jérôme, sa collection des années 80. Pierre Richard, aujourd'hui, il ne va pas dire la même chose de la même manière ni avec la même énergie que quand il sort « Je suis timide mais je me soigne » et qu'il est dans une émission de télé, de promotion. Puis c'est l'époque où il travaille beaucoup, enfin il tourne beaucoup, il est dans une énergie. Oui, je vois l'interview dont tu parles, pendant 1 heure, il est à fond, quoi. Il sort d'un film, il va en tourner un autre. Aujourd'hui, il a 90 ans. Il tourne moins et surtout ça l'intéresse moins de parler des films qu'il a tournés il y a 50 ans dont parfois il ne se souvient pas des détails, donc c'est super d'avoir mis 2 interviews à 2 époques. Après parfois c'est l'inverse, hein. Moi je veux dire, j'ai fait des interviews avec Bruno Dumont par exemple à la sortie de 29 Palms, et après quand on a fait le coffret avec Blackout, il m'a raconté des trucs autres parce qu'en fait à la sortie il y avait des trucs qu'il n'avait pas envie de me dire, et il a déclassifié en quelque sorte. Et pareil, là il y a une édition chez Pulse de Dans ma peau de Marina Devant, et en fait dans le nouvel entretien, 20 ans après, elle dit bah oui, ce film est autobiographique, je me suis scarifié, je me suis mutilé, mais elle voulait pas le dire à l'époque. Et elle dit d'ailleurs pourquoi elle voulait pas le dire à l'époque, c'est que si j'avais dit que c'était autobiographique, on aurait réduit le film à ça. Moi ce que je voulais, il se trouve que c'était autobiographique, mais je voulais faire une œuvre d'art. Et je voulais donc qu'on le prenne comme œuvre d'art. Et si j'avais dit c'est ma vie, ça aurait jeté un voile. Alors, avec Dorian, on va justement voir les spécificités de sortir un film, j'allais dire, d'actualité. Sortir un film dans la foulée. Le film a sa vie en salle. Et puis, il s'agit maintenant de proposer une édition. Alors, soit on fait une édition à minima, parce que, comme tu disais, Natacha, tous les films n'ont pas besoin d'avoir une thèse. Encore que, je trouve toujours agréable d'avoir un petit accompagnement, même un minima. Mais là, il s'agit d'un film d'animation. Il s'agit de Mars Express, donc un film déjà très bon. Et puis, l'animation, qui dit animation, dit beaucoup de documents. Donc, comment vous avez conçu cette édition? On parle de l'édition Top Collector. Hein. Ouais. En fait, du coup, nous, on s'est rencontrés. Ça a été un travail très collaboratif, Mars Express. On s'est rencontrés avec le réalisateur Jérémy Perrin, le producteur. Il y avait aussi le directeur artistique Michael Robert. Et aussi, on va en parler, Alex Pilot, qui a fait le journal de bord.
Et du coup, ils sont arrivés, on a discuté voilà, de ce qu'on pouvait faire pour une édition collector pour le film, parce que c'est vrai que voilà, c'est un public aussi qui est fan de ce genre d'édition, qui est présent, parce qu'en plus, il avait fait Last Man, la série Last Man juste avant, qui avait très bien marché, qui avait une édition collector. Donc on est allé pareil dans cette même mouvance. Nous, ce qu'on a l'habitude de faire chez Blackout, c'est beaucoup d'entretiens avec les cinéastes, et ça, on avait déjà prévu avant même la réunion en amont de voir le co-scénariste du coup et le cinéaste pour faire un entretien. Ensemble. C'est la spécificité. Ouais. Au lieu de faire un entretien avec le cinéaste, puis après un entretien avec le co-scénariste, vous les mettez tous les deux ensemble. C'est ça. C'est toujours un peu compliqué de faire des entretiens avec deux personnes parce qu'il y a toujours une personne dans le cadre qui réagit pas. Mais là, les deux se complètent assez bien. Ils ont un discours assez rodé et ça passe très bien. Puis voilà, ils connaissent le film et Laurent Sarfati, le co-scénariste, a autant travaillé sur le film que Jérémy Perrin. Donc, et lors de la réunion, il y avait énormément de matière. Mais en fait, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que effectivement, beaucoup de matière. Ils nous ont dit, on a filmé plein de choses, on a plein de choses à vous donner. Mais en fait, c'était quoi ces choses? Déjà, il y a Alex, du coup, qui a fait un énorme making-of qu'il appelle Journal de bord. Parce qu'en fait, il a tourné dès le début du projet, vraiment dès qu'ils ont fait un café ensemble pour discuter du pitch initial. Il a tout filmé pendant les 4 ans, 5 années de production, et il a fait vraiment un documentaire. Une sorte de journal intime de la fabrication. C'est ça, ouais. Enfin, un document fleuve comme on l'avait l'habitude de voir pour Le Seigneur des Anneaux à l'époque. Donc c'était une matière assez incroyable. Par contre, lui, il fait ça sur son temps libre. Donc il n'avait pas encore fini le montage du journal de bord qui est en 20 chapitres maintenant, qui fait 4 heures, mais qui à la base devait durer 2 heures, puis 3 heures. Donc voilà, je pense que ça lui a donné un petit coup d'accélération et de speed pour participer à l'édition collector. Mais du coup, c'est vraiment un document précieux et assez incroyable sur la vie d'un film. Et je crois qu'aujourd'hui, en tout cas en France, sur un projet français, c'est impossible de voir ça aujourd'hui, quoi. C'est vraiment. Donc là, c'est un disque spécifique. Ce journal de bord, c'est 4 heures, ça occupe un disque en soi. On était obligés. Enfin, après, la question s'était posée un peu pour des questions de coûts, parce que tous les coûts restent toujours une donnée importante, en tout cas dans la création d'une édition vidéo. Mais là, je pense que vu le public qu'on visait, et pour rendre hommage aussi à Alex et tout ce qu'il a tourné, il fallait faire un second Blu-ray. Alors après, ce journal de bord, il est évidemment chapitré, tu l'as dit, il y a 20 chapitres, avec des titres qui permettent quand même de voir de quoi il retourne. En même temps, tout le monde n'a pas 4 heures. Une fois qu'on a vu un film d'1h20, on se dit on va baser 4 heures pour avoir les compléments. Donc il s'agissait aussi d'avoir des bonus qui pourraient éventuellement être répétitifs, mais aussi plus synthétiques. C'est ça, ouais. Après, je pense qu'on a aussi cette chance que Alex, il est posté un peu sur parce qu'il avait fait un Ulule à la base pour financer ce journal de bord, et vu que lui il fait ça un peu sur son temps libre, en fait il faisait des épisodes un peu ponctuellement. Donc il n'a pas sorti un montage de 4 heures d'affilée, quoi. Tout de suite. Mais c'est vrai que nous, on laisse la possibilité de tout voir en mode tous les épisodes se lancent assez automatiquement, ou on peut piocher et regarder un épisode et se dire je regarderai la suite prochainement, quoi. Mais en même temps, vous n'êtes pas dit, on a notre bonus, on met le film, on a ce journal de bord, et roule ma poule, on lance le truc. Vous avez quand même voulu faire un entretien avec le réalisateur et le scénariste. C'est ça, ouais. C'est parce qu'en plus, déjà, l'entretien, comme je l'ai dit, on l'avait pensé déjà en amont, et c'est plus ce qu'on a l'habitude de faire. Et après, alors du coup, nous, ce qu'on a eu la chance aussi pour l'entretien, c'est que normalement, on fait ça en interne, on confie ça à des prestataires. Et là, on a confié le montage à Alex parce que du coup, lui, il a mis des centaines de rushs en fait sur la vie du film, sur la vie de la production. Et il était capable, lui, de tout de suite dire « Ah oui, je me souviens, j'ai filmé ça. » Et du coup, il arrivait tout de suite à illustrer avec une scène qu'il a tournée. Du coup, ce qui fait qu'on n'a même pas, entre guillemets, un entretien. On a vraiment, j'ai envie de dire, un reportage. Tellement on a l'impression que c'est quelque chose de vraiment construit, de réfléchi, une émission à part entière. Et ce que je voulais aussi aborder, c'est que nous aussi, Blackout fait partie d'un groupe qui s'appelle Le Meilleur du Cinéma, qui a aussi 2 plateformes VOD qui sont Univers Ciné et Vifilmo. Et du coup, nos entretiens, on les propose aussi en VOD et sur notre chaîne YouTube Univers Ciné. Donc c'est vrai que le journal de bord est quelque chose qui est resté exclusif à l'édition collector, pour aussi être un produit d'appel et pour prolonger les discussions. Mais il y a quand même aussi cette première porte qui est l'entretien qui est disponible pour les gens qui aussi visionnent le film en VOD.
Alors, on va regarder, avant de poursuivre, on va regarder un extrait. Alors, un extrait qui est en 2 parties. D'une part, un extrait de cet entretien avec le réalisateur et le scénariste, et puis un extrait du journal de bord. Le déplombage du robot à la fac, c'est ça qui a tout déclenché. On est des burnes en cybernétique. Qui on connaît, qui s'y connaît? La manière dont on conçoit les personnages, généralement, c'est qu'on a d'abord l'histoire, et que dans un second temps, on va chercher les personnages qui seront les meilleurs véhicules pour traverser cette histoire. En fait, nos personnages, c'est un peu comme des têtes de lecture sur un disque. Et à partir du moment où on a eu le personnage de Carlos, tout le film s'est déroulé pour nous, ça a été vraiment un déclic. Et parce que, en fait, son personnage qu'on découvre au fur et à mesure incarne vraiment une des arches principales de l'histoire. Quand j'explique ce qu'est le layout posing, parce que c'est vrai que c'est pas un métier qui est particulièrement connu du grand public, mais seulement des professionnels, pour moi c'est une espèce de carrefour entre la pré-prod et la production, la fabrication du film à proprement parler. Et donc notre travail, ça va être de vraiment reprendre le storyboard, travailler sur la composition, respecter la composition du storyboard et préparer le terrain de l'animation, donc vraiment être au modèle, vérifier que les volumes fonctionnent bien, que les personnages s'intègrent bien dans le décor définitif. Le storyboard en fait est très propre, il a été très poussé, les personnages sont déjà quasi au modèle, les décors aussi ont été très poussés. Et donc tout le travail sur ce film en particulier va être de conserver les intentions très précises qui ont déjà été injectées dans le storyboard. C'est supposé être plus ou moins mon style de dessin, et les autres dessinateurs et dessinatrices, ça leur est moins naturel évidemment de dessiner comme moi. Le style de Jérémy Perrin, je le décrirais comme à la fois juste et clinique. C'est un peu rude comme adjectif, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est-à-dire que l'anatomie est quelque chose qui prend le pas sur les astuces graphiques. Bien sûr, c'est vrai. C'est du réalisme, donc il faut savoir comment tournent les bras, comment sont les épaules, comment on fait des choses comme ça pour pas se retrouver avec des positions qui soient vraiment un peu bizarres. Et qui passerait justement dans du cartoon parce qu'on exagère les choses, ou du semi-réalisme. C'est l'anatomie qui va dicter les arrangements graphiques, comment on va traiter les plis. C'est d'abord l'anatomie qui va nous dicter comment faire, et ensuite on va essayer de synthétiser tout en étant juste au niveau anatomie. Sinon, elle va reprendre derrière. Je peux pas laisser une épaule qui a l'air d'être une épaule. Il faut qu'elle soit juste. Il y a en plus le fait que ce soit un film d'animation, c'est vrai qu'il y a un matériel qui est le storyboard, parce que tous les films n'ont pas des storyboards, mais là on est un peu obligé. Et puis il y a l'animatique aussi. C'est ça, ouais. C'est ce qu'on a pu voir un peu dans les images un peu entre guillemets en noir et blanc. En fait, l'animatique, c'est une sorte de storyboard animé, du coup, qui est vraiment tout le film. Ça permet de faire une première ébauche du film, voir si ça fonctionne. Et du coup, ils nous ont dit ça serait bien qu'on le mette et tout. Il y avait même une idée un peu folle à l'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez des premiers Blu-ray américains où on pouvait faire du split screen sur le Blu-ray. Regarder les ébauches. C'était la pipe, picture. Picture in picture. Un bon Blu-ray et une bonne pipe. Ouais. Ça dérape. Alors nous, après, je crois que ça a coûté trop cher, et en plus, l'animatique n'est pas vraiment calée au montage final, donc du coup, ça aurait été très compliqué de la mettre. Mais du coup, on a vraiment on est allé chercher l'animatique. On est allé à la coprod, aller chercher dans les disques durs vraiment une version de l'animatique, parce que c'est un document de travail qui date d'il y a 3 ans. Ils ne savaient plus où ils l'ont mis. Vraiment, on a sorti le dossier de montage première, etc. Et on a galéré un peu à retrouver les sources, mais on a réussi à faire un export qu'on a pu mettre dans le disque, qui n'est pas exclusif en plus à l'édition collector, c'est vraiment sur le Blu-ray aussi. Et c'est vrai que, mine de rien, cette édition de Marx Express, elle est quand même hyper intéressante, en tout cas si on s'intéresse à la production d'un film d'animation en France. On a vu qu'un extrait avec le journal de bord, mais
Si on n'y connaît rien au cinéma d'animation et comment ça se fait, comment ça se produit, c'est hyper passionnant. Et l'animatique, c'est un document en plus, entre guillemets, supplémentaire. En tout cas, si on est curieux, si on veut se lancer dans l'animation, ça donne une bonne visibilité, en tout cas, voilà, de comment se fait et comment on fait un film d'animation en France. En même temps, ce qui est bien, c'est que, parce qu'il y a des éditions de films d'animation où on vous met comme unique bonus l'animatique. Moi, j'ai tendance à trouver ça un peu ardu et rébarbatif. On vient de voir le film et après, on a 1h20 d'animatique. C'est quand même... Là, ce qui est intéressant, c'est que même si on a accès à l'intégrale de l'animatique, il y a quand même tout un accompagnement qui va permettre de savourer. Et tu as raison de le dire, il y a tout un... Parce que même si on sait vaguement comment se fait un film d'animation, ça reste vague, et que ce soit en France ou ailleurs. Et par exemple, dans l'extrait qu'on voit, le layout, le posing, le machin, c'est des choses très très concrètes, avec cette idée que, par exemple, ils disent, nous, on est dans un film qui se veut réaliste. Donc c'est l'anti-cartoon, donc il va s'agir de vérifier chaque mouvement de bras, d'épaule, il faut que le mouvement soit réaliste, voilà. Donc il y a tout un aspect pédagogique. C'est ça, ouais, franchement, l'édition est vraiment assez tournée là-dessus, ou pour couvrir un peu tous les contours du film, parce que ce qu'on oublie de dire aussi, c'est que on a la bande originale aussi, du film qui est sur le Blu-ray. On n'a pas pu acheter un disque à part. Non. Pour le coup, c'est sur le Blu-ray. Parce que justement, je crois que ça a coûté trop cher d'acheter le disque directement à Sony. Donc on a réussi à trouver un partenariat pour mettre l'écoute que sur le Blu-ray. Et aussi, on a un livret de 84 pages avec beaucoup d'écrits qui viennent du magazine Mad Movies, parce qu'il y avait un rédacteur, Laurent Duroche, si je ne dis pas de bêtises, qui avait aussi fait ce travail de se renseigner sur la production, de énormément documenter les différentes étapes, en voyant les postes clés qu'on travaillait sur Mars Express. Et c'est un autre, on va dire, un autre segment où c'est pas visuel, c'est textuel, donc même les gens qui préfèrent lire plutôt que regarder des bonus vidéo ont cet accompagnement, et en plus ça permet parfois d'avoir plus la parole du producteur, par exemple, dans le texte, alors qu'il n'est pas forcément très présent dans le journal de bord. Et ça continue d'agrémenter le contenu. Ce qui fait qu'on a de l'archive, y compris pour un film récent. C'est ça. Mais c'est très rare en vrai, parce que là, je pense que c'est l'animation aussi qui est une production très longue, parce que nous, la plupart des cinéastes, ils sont déjà sur leur prochain film en fait, donc c'est toujours un peu difficile. Et voilà, c'est vraiment la difficulté de faire des bonus pour des films récents. C'est que d'une part, vous savez, il y a la chronologie qui fait que les disques sortent à partir de 4 mois après la sortie salle, et il faut bien le temps de fabrication. C'est ça. Enfin, nous, en fait, quand ça sort, c'est 4 mois, on vise 4 mois après la sortie salle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que nous, on distribue le distributeur 3 mois après la sortie salle. Et on part en fabrication 2 mois après la sortie salle. Donc en fait, ça fait un temps très très court en fait pour travailler les films de nouveauté en tout cas. Donc très concrètement, en fait, les réalisateurs font les entretiens pour les bonus dans ces cas-là, dans la foulée de la promo. C'est ça. Et de la tournée. C'est-à-dire qu'ils ont fait les entretiens presse, ils ont fait le Tour de France avec leurs films et les débats salles. Et au moment de rentrer chez soi, de vouloir passer à autre chose, il faut encore qu'ils trouvent le jus. Et c'est la difficulté parfois qu'ils ne soient pas lassés. Nous, on essaye justement de les avoir un poil après la sortie presse pour qu'ils aient digéré un peu le film, la réception. Mais du coup, effectivement, ça fait que le montage doit se faire très très rapidement, quoi. Oui, j'ai un exemple, c'est Spike Lee sur le commentaire audio de Inside Man. Il commence par ses premiers mots. Je prends le micro. Aujourd'hui, je sors de l'avant-première du film d'Inside Man et donc je vais vous commenter mon film. Donc le niveau recul, c'est catastrophique, quoi. Donc je me souviens que Mathieu Amalric aussi sur un de ses films avait un peu hurlé parce que l'éditeur vidéo le tannait alors que le film n'était pas encore sorti. Alors qu'est-ce qu'on va mettre en bonus, quoi. Le délai des 4 mois est vraiment un problème en fait. À moins que le film... souvent, c'est 3 mois. Parce qu'en fait, il a fait moins de 100 000 entrées. Et donc, c'est encore plus court. Mais je voulais juste dire qu'il y a aussi des réalisateurs ou réalisatrices qui s'investissent beaucoup dans l'édition. Et nous, on fait peu de films récents, mais on travaille souvent avec Guillaume Braque pour l'édition vidéo. Et lui, ça lui fait hyper plaisir. Et c'est lui qui
on a vraiment des discussions sur quoi mettre, avec qui. Voilà, par exemple, lui, il veut pas être interviewé tout seul, donc il y a soit la monteuse, soit la monteuse d'ailleurs, parce que sur ces documentaires, le montage est très important, et c'est lui qui nous permet d'avoir accès aux comédiens, d'organiser des trucs. Il est hyper partie prenante. Il y en a aussi, quoi. Oui, il y a Ozon aussi qui, commentateur audio, il ne veut pas les faire seul, donc il fait un quart d'heure avec une actrice, un quart d'heure avec la monteuse, un quart d'heure avec voilà, son assistant. Son chef-op. Voilà, et ça nourrit, enfin il a organisé ça. Je sais que Lapiche fournit clé en main les bonus, enfin en tout cas à Studio Canal. L'éditeur n'a quasiment rien à faire en fait, parce que le making-of est prêt, les scènes coupées, elles sont étalonnées, tout ça se fait en interne chez lui. Et ça fluctue selon les cinéastes, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont très impliqués de suivre jusqu'au bout, quitte à valider les menus aussi. Je me souviens de Chabat qui avait fait refaire les menus de Mission Cléopâtre en DVD parce qu'ils étaient partis dans une direction qui lui plaisait pas, quoi. Donc on est un peu revenu de ça, mais il y a une époque où les cinéastes étaient même très impliqués pour ça, quoi. Donc. Alors les scènes coupées, c'est aussi un sujet, parce que les scènes coupées, si elles sont coupées et qu'on les balance comme ça, sans rien, sans savoir à quel endroit elles étaient, c'est pas forcément intéressant. Et puis il y a aussi qu'est-ce qu'on met comme scène coupée. C'est un débat que j'ai souvent eu, par exemple avec François Ozon. Tu parles de François Ozon, qui est très... alors c'est le réalisateur qui choisit les scènes coupées. L'éditeur dit qu'est-ce que me propose et qu'est-ce qu'on va montrer. Très souvent, en fait, on a des scènes très belles, très réussies, mais qu'on a enlevées parce qu'elles sont redondantes. Et que ça, c'est au montage que le réalisateur comprend que ça loge pas, qu'il l'a déjà dit autrement. Mais très rares sont les réalisateurs, mais il y en a qui osent vous montrer des scènes coupées, soit parce qu'elles sont ratées, ou parce que le film, tout d'un coup, va dans une dimension autre. Par exemple, un exemple, c'est l'édition d'un Prophète, le film de Jacques Audiard, où, à un moment donné, le personnage principal se retrouvait dehors au bout de 3/4 d'heure de film. C'est pas du tout ce qu'on voit dans le film. Et donc, il y a des scènes de fusillade, des trucs qui n'ont plus rien à voir du tout. C'est les fameuses scènes coupées d'In the Mood for Love, avec la scène d'amour. Et ça va très loin, parce qu'il y a des spectateurs qui disent « Je suis furieux d'avoir vu ces scènes parce qu'ils n'auraient jamais dû... Mais si, c'est formidable. Je veux dire, puisqu'elles sont coupées, elles ne sont pas dans le film. Le film, c'est un film. Après, les scènes coupées, c'est un outil, et c'est la générosité. Et je pense que c'est vraiment ça, la générosité du réalisateur qui dit « Vous pouvez regarder... dans mes poubelles, vous pouvez regarder les ratures, vous pouvez regarder les fausses pistes. » Mais ça, évidemment, tout le monde n'est pas prêt à le faire. Et souvent, des cinéastes me disent, ils me parlent, moi, quand je vais les interviewer pour Positive au moment de la sortie de telle chose, et je leur dis, on le verra, j'espère, en scène coupée. Et ils me disent, non, j'ai pas envie de montrer ça, l'acteur est pas à son top, ou j'ai pas envie qu'on voit ça. Voilà. Oui, et l'exemple le plus connu et qui a permis le support physique, c'est Superman Returns, dont un prologue où Superman retourne sur Krypton, dont une scène qui a coûté $10 millions, n'est pas dans le film. Donc c'est quand même la scène coupée la plus chère de l'histoire du cinéma, je pense, et qui est en bonus pour le coup. Donc on a pu la voir et le réalisateur s'en explique. J'ai souvenir de François Ozon sur 5x2. En bonus, vous avez des interviews des comédiens sur le tournage, parce que c'est un tournage qui, à la fin de chaque semaine de tournage, il interviewe ces comédiens pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent de ce qu'ils ont tourné. Donc c'était... merci. Voilà, Valérie Boni et Tedeschi et Stéphane Fraisse, et savoir où en sont leurs personnages. Et en fait, on comprend... ces interviews, elles sont tournées en 35 mm, en scope, et elles devaient être intégrées au film au départ. C'est-à-dire que c'est tout un processus qui a fait qu'elles ont disparu, parce qu'avec sa monteuse, ça ne fonctionnait pas. Parce que c'est étrange, parce que ce n'est pas les personnages qui nous parlent, c'est les comédiens qui parlent de leurs personnages. Donc il y avait un côté méta qui aurait dû être donc 5x2, qui n'est pas du tout au final, mais
ça, Ozon s'est dit, mais en fait, c'est vachement intéressant parce que c'est les comédiens qui parlent de leur hésitation, de leur questionnement sur leur personnage et l'évolution. En plus, le film s'est tourné en 2 périodes, donc il y a eu une suspension. Donc le support physique a permis sur le DVD de comprendre le processus de création du film par Ozon et sa monteuse. Moi, ça m'a fasciné. Alors, ce processus de compréhension, on l'a aussi au film du Préau, mais on l'aborde différemment. C'est-à-dire que les films du Préau sont des films, on vous l'a dit tout à l'heure, qui s'adressent à un tout jeune public, hein. C'est souvent les premiers films, hein. C'est pour ça que, par exemple, dans le DVD qu'on vous apporte aujourd'hui, Les Petits Singuliers, c'est 4 courts-métrages de 15 minutes, avec la possibilité, effectivement, de n'en voir qu'un, de rythmer comme on veut par rapport à l'enfant la séance. Et là, il y a évidemment une dimension pédagogique. Il ne s'agit pas d'être dans l'histoire du cinéma, de replacer ces courts-métrages, mais comment rendre encore plus intéressant pour l'enfant qui vient de voir le film, quel travail on peut proposer avec lui. Alors comment Anaïs, vous avez imaginé ce travail ? Alors déjà, nous, nos films, on les sort tous au cinéma. Donc c'est vrai que pour le DVD, c'est un peu se poser la question de comment adapter le matériel pédagogique que l'on propose déjà pour la sortie salle comme un matériel qu'on puisse utiliser à la maison. Puisqu'en fait, toutes nos sorties de films au cinéma sont accompagnées de matériel pédagogique, de dossiers pédagogiques, d'activités récréatives qui puissent être facilement prises en main à la fois par un animateur en salle de cinéma qui organiserait un atelier après la séance ou une discussion, un échange avec les enfants, ou alors les enseignants qui amènent leur classe au cinéma et qui peuvent ensuite discuter en classe des films vus. En tout cas, qu'un enfant, pour ses premières expériences de visionnage, puisse toujours s'approprier son expérience de film et échanger sur ce qu'il a vu, compris, et même s'initier à l'image. Donc pour les DVD, c'est vrai que le livret DVD, nous, il nous a paru très vite assez pratique pour adapter notre matériel. Il nous permet d'à la fois proposer des petites informations sur les différents courts-métrages qui sont dans notre DVD, ensuite de pouvoir adapter quelques activités, et surtout pour les grandes discussions qu'on prévoit pour la salle, qu'on fait des cinéphilos, des ciné-discussions, ça nous permettait de le proposer aussi dans le DVD pour la maison. C'est-à-dire, donc pour expliquer un peu comment ça se présente, dans le livret DVD, les parents ont un espèce de guide qui permettent, de fil conducteur qui permettent de guider une discussion avec l'enfant pour réfléchir sur les grandes thématiques du film à travers une initiation à l'analyse filmique qui est bien sûr du coup adaptée à un enfant, c'est à partir de 6 ans par exemple. Donc, et l'idée que je trouve assez géniale, c'est-à-dire que c'est pas... Il y a un bonus vidéo et puis à côté il y a un livret, il y a une interaction entre le bonus vidéo et le livret. Alors comment c'est possible ? On va regarder et puis après parce que du coup dans le DVD on retrouve un diaporama avec des extraits, des photos qui permettent qu'on puisse s'appuyer pendant la discussion sur des extraits. Nemo ? Bonjour. Bonjour, oui, entre. Bonjour les enfants. Je vous dérange juste un petit instant. Je viens pour vous présenter vos camarades. J'imagine que vous en doutez, si Allez, on se calme. Donc les premiers extraits qu'on a passés, c'est 2 films du coup du programme dans lequel on retrouve 4 courts-métrages et l'idée c'était de mettre 2 scènes qui se répondent à côté et pouvoir échanger sur les thématiques.
Donc là, on retrouve pour les parents des questions et des pistes de réponses qui permettent d'animer un échange. Là, c'est du coup comprendre ce qu'est un storyboard, comprendre comment un film peut se créer, mais du coup à hauteur d'enfant, leur montrer les croquis, les recherches graphiques, etc. Et là, par exemple, l'utilisation de la couleur. Dans ce film, on a vu là, un extrait là, avec le garçon à tête d'éléphant. Et donc là, on dit par exemple que le bleu, ça évoque la liberté, le calme, la confiance, le rouge, et ensuite poser la question à l'enfant de lui, sa couleur préférée, qu'est-ce qu'elle peut évoquer, etc. Donc dans l'idée toujours d'éveiller le regard et une thématique qu'on a envie d'aborder avec les enfants. Ici, c'est la différence, la singularité, qu'est-ce que ça fait d'être différent, qu'est-ce qui fait notre singularité, accepter l'autre, tout ça. Donc c'est pour ça qu'après, on tient du coup à expliquer aussi pourquoi on a mis ces courts-métrages ensemble et que l'enfant puisse aussi s'exprimer sur ça. Après, ça peut être d'autres. On a des programmes, par exemple, autour de la nuit, qui s'appelle Balade sous les étoiles. Et pareil, on va mettre plusieurs courts-métrages ensemble sur un même thème. Et ça nous permet aussi de proposer à l'enfant différentes techniques d'animation dans un même visionnage. Il peut y avoir de la 2D, la stop motion. Pas l'uniformiser à une seule technique. C'est vrai qu'on voit beaucoup de 3D, mais là, il y a aussi plein de techniques artisanales qui sont importantes à montrer dès le plus jeune âge. Et ça aussi, ça peut éveiller des talents de dessinateurs ou des envies de spectateurs, de cinéphiles, découvrir qu'un film d'animation. Ça crée des nouveaux cinéphiles, en fait. C'est exactement ça. Ça renoue. C'est génial. Oui, parce que dès le plus jeune âge, du coup, ils peuvent réfléchir sur ce qu'ils ont vu. C'est pas juste montrer le film, c'est en discuter ensuite. Et puis il y a un truc aussi, alors ça dépasse notre discussion sur le bonus, mais on est bien sur le support physique, c'est aussi que ça donne envie à l'enfant de posséder son film, de posséder son programme, parce qu'il y a évidemment quelque chose. Le support physique, on en parlait tout à l'heure, il y a un côté collection. C'est évident que quand on a un coffret comme ça magnifique, ou le coffret de Mars Express, ça fait plaisir d'avoir ça sur sa bibliothèque, mais même un simple DVD. Enfin, je veux dire, moi qui ai connu l'époque où il n'y avait pas les DVD, je me souviens de Noël où je me disais, ce qui m'aurait plu, c'est qu'on m'offre un film. C'est ça qui m'aurait plu comme cadeau. Mais à l'époque, il aurait fallu m'offrir un 16 mm, mais aussi un projecteur, une salle de projection. C'était un petit peu compliqué techniquement. Alors que là, c'est très facile d'offrir un film. Et pour les enfants très jeunes, on sait que les enfants, ils sont très contents d'avoir leur collection de films. Ouais, c'est super important. Après, nous, on a des jaquettes qui sont très très simples en plastique, mais on a voulu une collection qui est très visuelle, très colorée, très enfantine, une grande image à l'intérieur, parce qu'on sait que l'enfant, ses films préférés, de toute façon, il va ouvrir le boîtier dans tous les sens, il finira cassé si c'est son film préféré. Et c'est ça qui est beau aussi. Et moi personnellement, j'ai des souvenirs d'enfance à avoir eu mon DVD entre les mains, à regarder la jaquette dans les moindres détails. Donc on a mis l'accent un peu sur les petits détails enfantins. Ouais, je trouve ça hyper intéressant que vous donniez des outils aux parents pour accompagner le visionnage. Et c'est vrai que ça peut arriver qu'on nous dise ah mais ça je l'ai vu sur YouTube, illégal ou légal, peu importe. Mais en fait, le support physique, il permet aussi de créer un objet qui forme un tout, qui a une cohérence et qui crée... l'enfant peut s'en emparer, les parents ont l'outil sous la main, ils ne vont pas aller forcément s'embêter à chercher sur YouTube une analyse. Là, c'est super. Et puis, tu peux le prêter. Et je trouve ça hyper ça fait une activité en soi à faire à la maison, quoi. Regarder un film, découvrir le cinéma, et ensuite avec le livret on peut faire plein de choses, quoi. À la fois la discussion, et ensuite on propose aussi des activités manuelles. Si c'est un film en stop motion, reproduire les petites roses du film. C'est vraiment une activité en soi à faire à la maison, à partager. Alors peut-être là, je vois que le temps a bien passé. Là, on va proposer à la salle de pouvoir intervenir. Il y a un micro qui va circuler, donc on attend bien le micro avant de poser sa question. Il y a déjà une main qui se lève, voilà, et on a un petit temps d'échange.
tout à l'heure, Philippe, tu disais en introduction que la question qui se posait au départ, c'était qu'est-ce qu'on montre? Sauf qu'à l'arrivée, il y a la question qui se pose de qui voit. Est-ce que vous avez des retours? Est-ce que vous savez qui voit les bonus? Est-ce qu'il y a vraiment un côté où il y a beaucoup de gens qui les non mais c'est ça, qui les regardent, et dans quelle mesure du coup, je ne sais pas s'il n'y a pas des études qui ont été faites ou pas, qui permettraient d'indiquer qu'effectivement un bonus peut être une valorisation de l'acte d'achat ou un vrai produit d'appel de l'achat. Et par ailleurs, puisqu'il y a une allusion à YouTube, on voit souvent sur YouTube des documents rares qui apparaissent d'un seul coup. Est-ce que vous voyez comme une concurrence ou à l'inverse, comme une base de données où d'un seul coup, vous dites « Ah, je ne connaissais pas ce document-là, donc du coup après, il faut aller le chercher ». Il y a eu des enquêtes, mais elles sont assez anciennes maintenant sur qui regarde et quoi. Mais c'est des enquêtes qui datent du mouvement DVD dans 2002-2003, au moment où on vendait 1 million de DVD de n'importe quel truc. Et donc, et donc forcément, ça touche un public... un grand public en fait, donc qui regardait plutôt les bêtisiers, les scènes coupées et jamais le commentaire audio. Comment là on est revenu à un marché de niche, il n'y a plus d'enquête forcément, parce que, voilà, et donc savoir qui regarde quoi, c'est compliqué, c'est compliqué. Non, il y a des retours. Pour parler de nos années 80 et nos années 70 et chez le Canal, comme moi je propose beaucoup d'archives. Tu disais tout à l'heure l'interview de Delon là, sur les seins de glace qui dure 1 heure en 80. Où forcément, j'ai des retours dans mauvais genre, par exemple, de journalistes, mais aussi sur quelques forums. Mais il y a un moment, je me dis, moi, je le propose et je pense que ça va intéresser. Et donc, c'est compliqué. C'était quoi la deuxième partie de la question, pardon ? Par rapport à YouTube, oui, ça peut être... tiens, ça existe. Il y a un truc là-dessus. Je parlais de Brisby. J'avais vu des petits bouts. Par exemple, je sais que j'avais vu 1 minute sur le tournage de Nikita, de Luc Besson. Je ne sais plus si c'était sur YouTube ou ailleurs. Et donc je lui dis tiens, il y a un making of de ça quoi. Donc j'avais discuté avec Gaumont et j'ai dit mais tu sais et c'était m'arrivé aussi sur Kamikaze, un film produit par Besson. Mais j'avais des images, j'avais vu je sais pas quoi sur le net et donc il y avait quelque chose quoi. Donc après je donne l'info à Gaumont qui fait remonter le truc, qui retrouve le matériel, l'ayant droit, enfin des choses comme ça quoi. Donc oui, ça peut être une inspiration mais il y a parfois aussi des choses formidables. Et on se dit, ben non, mais là, le truc sur YouTube, il y a 25 extraits de films différents dans 25 sociétés de production. On va pas se lancer là-dessus, quoi. Enfin, c'est pas faisable. YouTube permet plein de choses, mais après, il faut les acheter et régler des problèmes de droit. Donc c'est pas gérable de toute façon. Donc voilà, si ça répond à ta question. Les forums, ouais, c'est important. Vous les regardez, les forums sur vos éditions? Faut pas tout, faut pas. Je regarde surtout pas parce que voilà, quand on passe 1 an et demi sur une édition et que en 2 secondes vous la démonte parce qu'il manque l'interview de derrière les fagots de la. Moi ça me fout un peu le bourdon, mais en plus c'est pas. Je pense que c'est un public précis. Donc ça peut donner une idée et d'ailleurs ça nous est arrivé qu'ils soulèvent des erreurs et au contraire tant mieux, mais globalement ça peut être assez violent. Mais après sur qui regarde les bonus, quand on est éditeur déjà on n'a pas accès en vrai au public qui achète. Nous on a une boutique Potemkin, donc parfois ils nous font remonter certains commentaires qu'ils peuvent avoir, soit on leur envoie un mail, soit des clients habituels leur parlent des éditions, mais on sait assez peu. Je sais que souvent quand on commence à se plonger dans une édition, on est là, oh la vache, faut qu'on mette ça, Enfin, ça rend un peu dingo parce que, surtout sur le patrimoine, il y a tellement de trucs, régulièrement en tout cas. Et puis après, il y a le petit tableau Excel avec l'addition. Et je sais que Nils, qui a créé Potemkin, souvent il dit, mais là, arrête, parce que de toute façon, ça va rien changer aux ventes.
Mais bon, il y a... ouais, mais je m'en fous. C'est pas ma boîte. Moi, je veux juste qu'il y ait une super édition. C'est pareil. Mais donc, bon, ça, c'est un peu une manière de choisir. Je sais pas si c'est un truc qui pousse à acheter. Mais par exemple, c'est intéressant. Nous, on a travaillé une partie du catalogue MK2 et notamment les films de Chaplin. Et Chaplin, vous vous dites, bon... c'est facile. Alors, c'est pas facile du tout, en fait. On a fait des nouvelles éditions pour... on en a fait 6 ou 7, 8, je sais plus exactement. Certaines qui ont très bien marché. À chaque fois, il y avait des restaurations. À chaque fois, on produisait des nouveaux bonus. On avait trouvé une nouvelle charte graphique, etc. Les 2 objets qui se vendent le mieux, c'est un coffret. On a juste refait un habillage. Et dedans, c'est que des amarrets avec des vieilles restaurations et parfois pas de bonus. Ça se vend chaque année. Moi, ça aussi, ça me fout le bourdon un peu, quoi. Les gens, en fait, s'en foutent un peu, j'ai l'impression. Et un autre coffret qui est Chaplin en famille, où on a sélectionné ceux qui étaient accessibles pour les enfants. On a écrit à partir de quel âge, etc. Mais donc un coffret un peu clé en main. Mais donc... voilà, parfois, Caligula, je pense que là, les gens, ils attendent les bonus, ils attendent et puis parfois, ils l'attendent moins, quoi. Et vous, Anaïs, vous devez avoir des rapports très directs avec des utilisateurs de... Pour le DVD, on sait que les médiathèques, elles s'en emparent. Enfin, les médiathèques qui ont le DVD dans leur vidéothèque, elles peuvent organiser des séances et du coup s'emparer par exemple d'un ciné-discussion qui est organisé pour les enfants. Mais après, à la maison, on a quelques retours sur notre travail, mais c'est quand même... on ne sait pas trop à quel point c'est utilisé par les enfants. Mais on imagine quand même que dans les livrets, parfois, il y a des trucs, des petites pages à compléter ou des petits jeux. Ça, j'imagine que les enfants... j'espère qu'ils s'amusent avec, quoi. Je voulais juste redire un truc sur YouTube, c'est un peu aussi ce que je disais tout à l'heure, c'est que tout le monde ne va pas aller chercher sur YouTube une info sur un film. Et donc parfois on peut récupérer des archives qui se trouvent sur YouTube accessibles gratuitement et à la limite tant mieux. Je ne vois pas ça comme une concurrence. Nous, on a un côté agrégateur où on va penser éditorialement l'ensemble de l'objet et ça ne va pas être balancé comme ça. Donc c'est pas en concurrence, quoi. Et pour terminer sur les forums, j'avais trouvé pour un coffret du Gendarme de Saint-Tropez il y a quelques années maintenant une pièce radiophonique qui s'appelle Le Gendarme de Bethléem avec Louis de Funès et Galabru. Bon, c'était pas terrible, un conte de Noël, mais bon, c'était des gendarmes et il y avait Galabru et de Funès. Donc c'était invisible depuis... inaudible pour le coup, depuis 50 ans. Et SND avait vraiment fait, Hélène Schaffer a dit on y va, c'est super, génial, on l'achète et tout, et on le propose sur un gros coffret gendarme, tout ça, quoi. Et je me souviens d'aller voir s'il y avait des retours sur des forums de Funès, quoi. Et ça m'avait marqué, parce qu'il y a un type qui disait non, ouais, c'est super, mais je vais attendre que quelqu'un le rip et le balance en MP3. Ça m'a déprimé, mais un truc, je lui ai dit, mais on s'est pris la tête, ça avait coûté une fortune en droit, c'était chez Europe 1, je crois, personne n'avait entendu ce truc depuis 50 ans, et là on a ça, quoi, dans un truc où les mecs sont fans de Funès, quoi. Je dis, mais à quoi bon, on s'emmerde, pardon. Voilà, mais ça m'avait... Mais c'est vrai que sur YouTube, il y a moi j'achète des archives à la RTS, par exemple la Télé Suisse. Parfois, les archives sont aussi dispo sur leur chaîne à eux. Et je me pose la question, est-ce qu'on le met ? Mais finalement, si ça se trouve, eux, ils vont fermer leur chaîne dans 2 ans, ou ils vont supprimer le truc. Et puis c'est un ensemble. Le film, il est accompagné, là, je sors Poussière d'ange de Heitor Nierman sur une grosse interview de Giraudot en 87 au moment où le film sort. Et donc ça vient de la RTS. Bon, là, pour le coup, c'est pas sur la chaîne YouTube, mais il y a un accompagnement. Enfin, je trouve c'est cohérent, qu'il y a une cohérence. Qu'on a tous quand on fait Caligula ou autre, ou le Gendarme de Saint-Tropez, pour le coup. Mais peu importe, et je crois, ouais, c'est ça. Mais on se pose des questions, hein, clairement. Alors bonjour.
J'ai plusieurs questions, mais je vais essayer d'en poser qu'une. Donc moi, je fais des bonus DVD, donc du coup, je suis un peu directement concerné. Et par rapport au retour, effectivement, je regarde les forums, et je regarde aussi les reviews. Et je remarque que peu de gens font vraiment des vraies reviews approfondies des bonus. Ils disent juste la liste, comme ça, et ils parlent sur tous les films. Enfin, c'est ça que je remarque, en tout cas. Avec Jean-Baptiste Aurel, on a la même réflexion, ça nous saoule. Et concernant les forums, donc les retours des acheteurs, moi, je remarque que les gens achètent beaucoup maintenant sur les packaging. C'est-à-dire qu'ils aiment le film, je sais pas, John Woo par exemple, ils vont dire waouh, le visuel et tout, waouh, le visuel est pourri, je l'achète pas, et waouh, le visuel est génial, j'achète. Voilà. Il y a des gens qui ont acheté, je sais pas, les yeux sans visage, le gars ne connaissait pas, il a fait le visuel est génial, j'achète, je connais pas du tout. Voilà. Oui, c'est le chat qui fume, hein. C'est voilà. un illustrateur japonais brillantissime, et c'est vrai que là c'est carrément un objet de collection dans sa bibliothèque. Voilà. Et c'est formidable, ils sont chanceux ces gens qui se sont dit on va acheter une belle illustration, ils ont un des plus beaux films de l'histoire du cinéma en bonus. Ça va. Et ne pas acheter un film parce que la jaquette est moche. Moi, ce que je dis toujours, moi a priori, je regarde pas la jaquette pendant 1h30. Je regarde le film pendant 1h30. Donc, c'est la différence avec les petits enfants. Ouais. Et puis chez moi, c'est rangé sur la tranche. Mais il y a des collectionneurs qui justement veulent la collection comme ça, mais c'est rangé bien sur l'étagère. Chez moi, c'est rangé sur la tranche. Ils n'ont pas toujours pas vu, je sais pas. C'est pas un pavillon gigantesque. En tout cas, ma question, c'est par rapport au budget des bonus. En fonction des films, il y a différents budgets. Donc vous avez dit que vous avez dépensé pas mal d'argent pour Caligula, mais pas trop quand même, parce que vous n'aviez pas assez de budget pour acheter tout. Et donc, voilà, je voudrais savoir à quel moment, déjà, quel est, on va dire, en général, les budgets et les aides CNC. Non, mais les aides CNC, je sais qu'il y a des aides CNC pour l'aide à l'édition vidéo, donc quelle partie est consacrée au bonus spécifiquement dans cette aide, en général, et à quel moment, justement, vous vous dites on va arrêter les dépenses là pour essayer de faire de la marge sur les ventes, quoi. Voilà. Alors, je te laisse répondre. Par rapport au CNC, y a pas, l'aide, elle n'est pas divisée en blocs, genre on vous donne 1000 pour ça, 2000 pour ça. Donc, on présente un budget. Un programme aussi. Alors, on peut le faire au programme, ouais, mais c'est un peu compliqué, peut-être, je ne sais pas. Mais en gros, on présente. On dit voilà ce qu'il va y avoir comme bonus, voilà combien ça va coûter, voilà combien ça va coûter en fabrication, voilà combien ça coûte en droit, voilà. Ce qui fait un total, et l'aide, elle va être en fonction de ce total. Après, dans les discussions, les bonus vont peser plus ou moins en fonction de s'ils sont à la hauteur de l'attente des membres de la commission ou quoi. Mais c'est pas fléché comme ça. Et après, le budget, après, je ne sais pas comment font les autres. Moi, c'est vraiment un tableau Excel où je mets tout ce que ça coûte, ce que je pense qu'on va vendre, en tout cas dans les premiers mois, parce que, mettons qu'on a 50 droits et qu'on se dit, bon, on en fait 1000, on va bien les vendre en 5 ans, mais on n'a pas la la capacité d'avoir la trésorerie pour tenir 5 ans. Et alors, nous, effectivement, on présente au programme au CNC, donc on est au courant à l'avance si on a été aidé. C'est-à-dire que c'est au projet, mais à l'année. Je dis, bon, on va faire 50 éditions dans l'année, et voilà ce qu'on pense que ça va coûter. À force, on sait un petit peu, et ils vont nous donner, je sais pas, 20. Et puis vous savez du coup à l'avance combien vous avez comme subvention. Par contre, quand on présente au projet, le projet il est déjà fait, vous avez déjà misé. Et là, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que. Et surtout que s'ils n'aiment pas le film ou s'ils trouvent que tu n'as pas fait le travail qu'ils attendaient, tu peux pas forcément avoir l'aide que tu espérais, quoi. Donc c'est toujours ça un peu le jeu. On fait des bonus, pas du tout pour les subventions, mais c'est vrai qu'on se dit du coup si on fait un travail, on va être aidé. Mais du coup, tu dépenses plus d'argent, donc c'est un cercle un peu vicieux où tu sais pas trop si tu vas t'y retrouver. Voilà, donc il faut vraiment peser le pour et le contre entre le budget, combien tu espères en vendre, et voilà ce que tu espères le CNC va pouvoir te confier. Mais c'est vrai que si l'édition est réussie, leur plaît éditorialement, ils vont avoir un vrai coup de cœur, ils vont te donner pas ce que tu espères, mais entre guillemets te récompenser pour le travail qui a été effectué, quoi. Et après, ça fonctionne aussi à l'année où nous on a des projets, on va plus gagner de l'argent, et il y en a c'est sûr qu'on en perd, mais ça s'équilibre. C'est un peu pareil pour la distribution en salle, pour tous les
les niveaux. On essaye que ça soit cohérent à l'année. Et par exemple, sur nos années 80 qui ont fait 4 vagues par an, forcément, on passe au programme au CNC en présentant, voilà, on va sortir 12 films cette année. Ils nous donnent une enveloppe. Et Studio Canal me donne aussi une enveloppe pour, voilà, je peux dépenser par vague. Après, si j'ai dépensé un peu plus sur la première, je dépenserai moins sur la prochaine. Ça s'équilibre entre ce que j'achète, ce que je fais acheter en archive, ma facture. Et voilà, donc tout ça est une économie... voilà, mais Canal était demandeur de ça et je dis voilà, on fait collection, mais moi je souhaiterais qu'il y ait des archives parce que en plus on a commencé nos années 70 où les auteurs et puis les artistes, les talents étaient souvent plus avec nous, donc j'étais parti sur de l'archive, donc tout ça a un coût forcément parce que c'est moins cher de tourner une interview avec la personne que d'acheter l'archive pour le coup, mais voilà, donc il y a des enveloppes à respecter. Voilà, ça se fait en bonne intelligence et avec beaucoup de soutien, quoi. Ouais, ouais. Et est-ce que vous pensez que le bonus DVD, ça devient quelque chose, on va dire, c'est une niche, on va dire. Par exemple, j'ai remarqué, je regardais des commentaires audio, par exemple, de Rocky, et 3 heures de bonus et tout ça. J'ai l'impression que dans les blockbusters, par exemple, il n'y a plus trop ça. Les acteurs vont plus faire de commentaires audio, ce genre de choses, parce qu'il y a Netflix et tout, donc ils balancent le film et il n'y a que ça. C'est sûr, mais t'en parlais tout à l'heure sur Mars Express. Moi, le dimanche matin. Je trouve que depuis 20 ans, avec le DVD et tout ça, on a écrit, toi, nous, tous, en parallèle, une autre manière de raconter l'histoire du cinéma actuel, mais aussi patrimonial. Donc voilà, Caligula, c'était pas envisageable dans les années 80 de se lancer, voilà, de raconter toute cette histoire. Et le support physique a permis ça, quoi. Avant, il y avait des livres de cinéma, beaucoup d'émissions de cinéma à la télé, par exemple, des entretiens, ou à la radio. Je pense que ça a été un support qui a permis de raconter différemment, avec du recul, ou en tout cas documenté pendant 4 heures Mars Express, très très envie de le voir pour le coup, mais sur l'animation, des choses où on racontait pas. Enfin, faut se souvenir que Disney a ouvert tous ces stocks d'archives en sortant des dessins. Enfin, il y a eu une époque où ils documentaient leurs films et ils disaient franchement si le film n'avait pas marché, enfin tout ça quoi. Aujourd'hui, on est sans doute un peu revenu, mais voilà, je pense qu'on a tous participé avec les bonus à raconter l'histoire du cinéma d'une nouvelle manière. Les commentaires audio, c'est un truc qui n'existait pas, quoi. C'est vraiment créé pour le Laserdisc. Et quand Scorsese parle pendant 2 heures de son film, il y a plein de cinéastes qui ont appris le cinéma comme ça aussi, hein, des jeunes cinéastes, Kassovitz, tout ça. Enfin, ils ont été bercés par ça, quoi. Donc, je pense qu'on a participé à ça. Bravo à tous. Bonjour, ça va être très court. C'est juste une remarque, c'est même pas une question, sur la durée des bonus. Même dans les plus belles éditions, l'éditeur ou le distributeur oublie de mettre les durées. C'est tout bête, ça prend pas beaucoup de place. Et comment ? Sur la jaquette. Ah, c'est je le fais aussi. Je suis en tête. Je vais pas donner de nom parce qu'ils sont pas là. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Oui, ouais. et c'est quelquefois aléatoire, mais ça paraît bête, mais c'est important parce qu'on se fait sa petite soirée, surtout quand on regarde un film à 8h30, le film dure 2 heures, puis je regarde ma compagne, bon, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde le bonus ou pas ? Elle me dit combien de temps ça dure ? Oh oui, mais lui, c'est bon, je suis sûr que c'est 10 minutes, 50 minutes. C'est très bien, c'est top. Donc, c'est pas grand-chose comme renseignement. Je vous assure qu'on l'oublie. J'en achète beaucoup de DVD et de Blu-ray, et je vous assure que beaucoup oublient. Voilà. Alors, je pense aussi qu'il y a une raison pratique qui peut arriver. Par exemple, parce que le packaging, souvent, est long à fabriquer. Donc, il part en fabrication avant que le master soit prêt. Donc on ne sait pas en fait combien de temps ça dure. Et d'ailleurs, si vous voyez, bon là en l'occurrence c'est un objet qu'on ne veut pas abîmer, mais l'avantage du feuillet, c'est qu'on envoie en fabrication la boîte qui va prendre des semaines, voire mois. Et en dernier, quand on a tout fini, on peut envoyer à l'impression le feuillet avec toutes les infos. Mais...
Oui, mais mais c'est vrai que c'est une question de timing avec les équipes marketing. Moi, je sais quand je livre les archives à Studio Canal au marketing, je leur indique la durée exacte, mais on est en flux tendu parce que la jaquette elle est déjà en création et entre temps on a mis des points d'interrogation minutes. Donc il faut donner l'info et enfin oui c'est des contraintes, c'est la logistique qui pose problème là souvent. Ouais. Alors, je voulais évoquer la question de la disponibilité des bonus sur l'adversaire du support physique qui est le streaming. Je pense au fait que beaucoup d'éditeurs vidéo ou de personnes qui travaillent pour des éditions permettent la fabrication de bonus ou de leur restauration lorsqu'il s'agit d'archives dont vous avez parlé, Jérôme. Mais certaines de ces éditions, des années plus tard, se retrouvent épuisées, indisponibles, inaccessibles, et des cinéphiles comme moi, on fantasme. À ce moment-là, ça devient presque plus... Ce n'est plus le film dont on fantasme l'existence, c'est l'accessibilité de tels bonus qui n'est plus trouvable. Et je me demandais à quel point ces bonus que vous fabriquez, quand vous les fabriquez ou remettez au goût du jour, vous pouvez envisager de les mettre à disposition aussi de plateformes. Est-ce que vous avez parfois des demandes de plateformes pour avoir des bonus ou est-ce qu'ils s'en foutent? Je sais que Studio Canal, il y en a parfois, mais pas toutes, peut-être parce qu'ils veulent que ce soit les acheteurs de Blu-ray qui y aient accès et pas ceux qui ont l'abonnement à MyCanal, ce qui justifie qu'on aille acheter le disque en plus d'être abonné à MyCanal, par exemple. C'est pas les mêmes droits, hein. C'est ça le problème. Moi, je négocie les droits vidéo. Pour le coup, pour la vidéo physique, les droits VOD c'est autre chose, les droits télé c'est pareil, c'est pas les mêmes coûts. Donc voilà. Après, si moi aussi j'ai envie de vous revoir parfois des bonus qui ont disparu d'édition, et je vais juste à côté à la bibliothèque du cinéma, à la médiathèque, ils ont 25 ans de DVD, donc ils ont des DVD de 98. Si vous voulez voir le making of de La mort en direct de Tavernier sur le premier DVD sorti il y a 25 ans, ils ont le DVD, alors qu'il est introuvable, quoi. C'est comme ça que je l'ai vu. C'est une quête. Mais c'est bien aussi la quête de l'effort, en fait. Voilà. Mais pardon, je t'ai coupé. Mais... Non, mais c'était voilà. Après, je vous laisse en parler sur la possibilité de les rendre disponibles en général, quoi. De la même manière qu'on est heureux de pouvoir, même si je suis un consommateur de support physique et j'aime beaucoup pouvoir avoir les films, eh bien des fois c'est quand même super de pouvoir en 2 clics y accéder. Mais il n'y a pas tout ce contenu incroyable qui est fourni sur des éditions qui justifie leur existence. Mais voilà. C'est vrai que quand on achète nous-mêmes des droits d'archives ou de documents qui ont été faits, on achète les droits uniquement pour qu'ils soient sur le support physique. Après, que nous, on produit beaucoup de bonus, on interviewe beaucoup. Et ça, pour le coup, on a réfléchi à les mettre sur Vimeo via une chaîne ou YouTube, je sais rien, je suis pas hyper calée sur la question, mais... peut-être un petit peu, quelques mois après la sortie de l'édition physique. Mais c'est vrai que ça, on y a pensé. Et à vrai dire, parce qu'on a aussi les droits VOD en général, pas toujours, on nous demande si on veut fournir des bonus aux plateformes. Alors, le truc, c'est que en général, on va sortir en simultané. Et là, pour le coup, nous, on se garde une exclusivité du support physique au moment de la sortie. Même sur les nouveautés, du coup? Sur les films récents, ou tu parles juste film patrimoine? On a peu de films récents, mais ouais, c'est pareil pour tous. Parce que nous, c'est vrai que nous, chez Univers Ciné Blackout, on a beaucoup de films de nouveautés, mais en fait, on n'a pas les droits vidéo physique, on a les droits VOD, donc vidéo en ligne, et on est aussi, entre guillemets, vendeur. En fait, on va essayer de proposer le film en VOD sur les autres plateformes VOD. Donc c'est vrai que nous aussi, parce que parfois on nous confie les droits vidéo ou parfois on achète les droits vidéo, c'est vrai qu'on a aussi besoin que ça fonctionne en VOD sur ce marché-là. Donc c'est vrai que nous, les bonus qu'on crée en interne, on va essayer de les proposer aussi en VOD aux plateformes qui acceptent. Voilà, nous, l'accompagnement se fait pas foncièrement que sur le physique, il se fait aussi sur la VOD. Tu veux dire que vous le mettez sur Univers Ciné, mais vous le proposez aussi aux autres plateformes? Ouais, après il y a très peu de plateformes. Elles ont leur propre comité éditorial, elles regardent les bonus, elles n'acceptent pas forcément tout. Nous, c'est généralement Arte, Orange, qui acceptent de bonus. Mais parfois, s'ils trouvent l'entretien hyper intéressant, ça va nous aider parce que, en fait, ils peuvent mettre un encart vraiment, une mise en avant très spéciale sur leur plateforme, en disant, voilà, en plus, il y a le film et le bonus. Et c'est vrai que nous, ça nous donne une visibilité. Et on peut espérer que le film soit loué davantage en VOD, quoi. Donc... ouais.
Oui, mais c'est leur plateforme Gaumont et c'est un abonnement, c'est-à-dire que c'est pas gratuit. Parce qu'il y a aussi la question de la gratuité. Et ils ont vérifié avant si tous leurs bonus étaient clearés. S'il y a un bonus qui a été fait et qui a un bout d'archive d'INA, par exemple, ça va poser problème pour le coup. Et ils pourront pas l'exploiter, à moins de... Mais voilà, donc ils sont quand même obligés de vérifier qu'il n'y a pas de soucis là-dessus. Mais c'est compliqué dès qu'il y a un mélange d'archives et d'interviews récentes. Moi, j'ai le cas sur la vie de Château qui était sorti chez TF1, qui va ressortir ailleurs. Et donc, non, il y a des archives dedans. Comment l'éditeur qui veut racheter ça doit gérer ça, quoi. Donc, s'ils veulent le remonter, il faut mon accord parce que je suis le réal. Mais voilà, on se pose les questions, c'est sûr. Hein. On se pose les bonnes questions, de toute façon. Mais tout n'est pas faisable dans l'économie du support physique, mais aussi de la SVOD aussi. Donc, mais oui, parce que ça, c'est un détail juridique. Et on n'est pas toujours obligé de rester dans les clous. Mais quand nous, par exemple, on achète les droits d'un film, mettons qu'on les a pour 5 ans, on produit un bonus, donc on interviewe quelqu'un ou je ne sais quoi, on va mettre des extraits du film, de toute façon on a les droits, sauf que 5 ans après, on n'a plus les droits. Donc même si on a produit nous-mêmes le bonus, il faudrait, personne ne le fait entre nous, mais dans l'idéal, on devrait renégocier le prix des extraits pour notre production, quoi. Donc je pense qu'il y a des ayants droit avec qui on se permet pas parce que ils font peur. Et puis il y en a d'autres où voilà, il y a aussi des gens qui ont conscience que ça devient un peu ridicule d'exiger. Je sais que moi au départ, je paniquais à l'idée qu'un studio américain vient de me dire vous avez utilisé tel truc. Donc même les droits des affiches, je remplissais des formulaires en anglais qui partaient aux États-Unis pour qu'ils me disent en fait qu'ils en avaient rien à foutre. Et en fait, à un moment donné, je voyais tout le monde qui faisait maintenant je me préoccupe pas, je vais mettre une affiche, je mets une affiche. Mais faut pas sous-estimer quand même la petite pression que ça met. Sur les affiches françaises, je te le déconseille quand même. Non, voilà. Alors, paradoxalement, oui. Pour les Français, ça nous est déjà arrivé, nous, qu'un réalisateur nous fournisse des photos. Et puis, nous, du coup, on les met dans le coffret. Et puis, pas de bol, parce que le photographe de plateau, il n'était pas du tout d'accord. Et puis, dans ces cas-là, on perd. Et puis, ça coûte très, très cher et ça fait très, Surtout très mal. que l'édition est sortie. Et donc, Ah bah oui, maintenant, c'est fait, quoi. Et quand ça vient du réal, on se dit, quand même, il sait ce qu'il fait. Non. Pas toujours. Non, les droits, ça leur semble parfois un peu à autre chose. Alors, droit d'auteur, c'est pas un problème, mais le reste, c'est... Moi, j'avais trouvé une bande dessinée, l'adaptation du Casse de Henri Verneuil, sortie en Argentine en bande dessinée. On tombait là-dessus, et donc forcément, je dis à l'éditeur, mais faut qu'on y aille, là, c'est trop fort. c'est pas très bien fait. Donc, c'est en portugais, en Argentine, pardon, je sais plus. Pas espagnol, pardon. Et donc j'ai dit allons-y. Mais c'est une bande dessinée officielle, c'est-à-dire qu'elle est sous licence Columbia, le film est produit par la Columbia. Donc on s'est dit, l'éditeur il a les droits via Columbia, il a les droits sur la BD en fait, presque. Enfin voilà. Et donc le livret qui devait être sur autre chose au départ est en fait devenu l'adaptation en français de cette bande dessinée du Casse parce que c'était trop tentant quoi. Franchement, et je pense que voilà ça a gêné personne et c'était 50 ans après et tout ça quoi. Mais c'était trop drôle quoi. Ça nous faisait rire donc on l'a fait quoi. Donc je pense que les gens étaient contents. Alors une toute dernière question est là et peut-être une avant-dernière et une dernière là parce que il s'agit de. Bonjour. Oui. Déjà, je vous remercierai pour tout votre travail, en fait. Et surtout, pour revenir au sujet de la discussion d'aujourd'hui autour du contenu additionnel. En fait, finalement, comme on a très peu de retours par rapport aux acheteurs au niveau du bonus, et finalement, on se casse beaucoup la tête par rapport au contenu, et que je vois sur certaines éditions, on va dire... autres, même à l'international, où il y a énormément de bonus, mais très peu intéressants, mais à des prix faramineux, et qui se vendent très bien. En fait, finalement, est-ce que le nombre de bonus est plus un argumentaire de vente qu'un vrai choix éditorial, en fait, finalement? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça serait pas plus... Plus c'est long, plus c'est bon. Ouais.
Il y a un aspect psychologique quand même en tant qu'acheteur. Ton édition, il y a plein de bonus dedans, tu sais que tu vas en avoir pour ton argent, c'est vrai. Et après, je sais pas qui tu cites comme éditeur étranger, mais je pense à Arrow qui va te sortir un UHD collector et tu as le sous assistant qui est en interview, en entretien. Bon, voilà quoi. Mais en France, je pense qu'il y a moins cet effet-là. On est moins dans la surabondance de bonus. Et on est peut-être plus en contact avec des vrais journalistes critiques qui connaissent bien le cinéma ou des gens de l'équipe assez haut placés. Je le ressens moins, ce côté-là, en France, en tout cas. Mais je pense qu'en tout cas, pour la question en tout cas des acheteurs, est-ce qu'ils regardent les bonus, c'est vrai que c'est compliqué à savoir, mais je pense qu'il y a ce côté psychologique. J'ai des bonus, je sais que je vais pouvoir les regarder si j'ai envie. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'on est dans une époque... On est un peu dans la surconsommation de maintenant ce qu'on appelle contenu, mais des œuvres. Et en fait, on regarde énormément de films, on regarde énormément de séries, qui est la place qu'on accorde dans notre semaine pour regarder les bonus liés à ces œuvres-là, en fait. Et du coup, je suis pas sûr qu'effectivement tous les gens qui achètent nos éditions prennent le temps de regarder les bonus, quoi. J'ai l'impression, en voyant quelques chaînes YouTube qui parlent de sorties physiques, elles parlent beaucoup de packaging, quoi. Donc de steelbook, de machin, de embossé. L'unboxing. C'est ça, les unboxings. En fait, ils commentent une édition qu'ils n'ont pas regardée, vu qu'ils l'ouvrent devant nos yeux. Donc j'ai pas l'impression que les bonus les intéressent. Mais c'est pas une critique, c'est un constat de ce que je vois. Et donc je dis, voilà, donc ce qui est intéressant, c'est le packaging. Est-ce que... Voilà, il est mat ou je sais pas quoi, satin, voilà. Est-ce que c'est l'affiche qui a été reprise ou pas et bon, voilà. Bon, moi, ça me parle pas, mais vu les nombres de vues, ça a l'air de fonctionner, quoi. Oui, mais après, comme le support physique dure quand même, je crois comme tu disais, on crée de l'archive aussi. Et si c'est pas tout de suite, ce sera demain. Et de toute façon, ça existera. Et ce sera sur YouTube, donc ça sera c'est bien la preuve avec monsieur tout à l'heure qui disait on rêve de pouvoir accéder à tel bonus et tout. Ça veut dire que le bonus a bien existé et il est là dans nos mémoires. Et on se souvient qu'il est aussi là dans nos médiathèques, nos bibliothèques. Une toute dernière question ici, et puis après, il faudra se séparer. Philippe Gautreau, après un peu plus de 2000 critiques d'édition vidéo sur Internet, il me reste une frustration, c'est que les bonus ne donnent pas souvent assez de place à un regard extérieur, soit le regard d'un critique, soit le regard d'un historien du cinéma, qui va replacer le film dans un contexte temporel et local. Quand c'est uniquement l'équipe du film qui fait les bonus, il manque quelque chose. Donc ce sera un encouragement à ce que les éditeurs vidéo fassent plus souvent appel à des historiens ou à des critiques de cinéma. Philippe fait quelque chose, quoi. Nous, on le fait beaucoup. Et par exemple, quelqu'un m'a dit je trouve ça trop scolaire. Alors voilà. Il y a toujours quelqu'un. Il y a énormément d'émissions, avec des historiens du cinéma. Oui, mais il y en a des critiques, des analyses, ils font des analyses de scène, ouais. Mais c'est vrai qu'on privilégie plus les équipes de commentaires audio. Mais ça dépend des collections. Par exemple, la collection de Jean-Baptiste Ray, il y a très très souvent 2 fois sur 3, voire 3 fois sur 4, 4 fois sur 5, un historien, une historienne qui vient faire l'exégèse. Dans la collection, au contraire, de Jérôme, aux années 70, aux années 80, c'est pas ce choix-là. C'est le choix plutôt de l'archive. Sur les collections Billy Wilder, là, chez Rimini, il y a 2 critiques qui discutent pendant c'est oui, c'est même Fred Mercier et Mathieu Macheret. Il y a même cette idée de collection du débat critique. C'est-à-dire que, comme ils éditent tous les Billy Wilder, on retrouve la même doublette d'historiens critiques qui viennent, et du coup là ça renforce encore l'effet collection. Et sur Eddie Cole, il y a Jean-Baptiste Ray qui discute avec Samuel Blumenfeld pendant 1 heure. Donc forcément envie, quoi. Parce que j'ai assisté à ce tournage de bonus justement pour Rimini et avec Bubble Pop en l'occurrence. Et c'était incroyable justement de voir la connaissance de ces 2 journalistes parler comme ça, comme toi Philippe, tu as une connaissance évidemment commensurable,
Mais en tout cas, c'était vraiment très intéressant et les gens ne se rendent pas compte des fois, en fait, sur les éditions du support physique. Moi, je le sais à travers ma chaîne YouTube, justement, on parlait des unboxings, etc., etc. Et maintenant que je connais un peu tous ces rouages, toutes ces coulisses, et également, je ne l'ai encore jamais dit, mais bon, j'ai participé au montage, justement, de ce bonus-là, en l'occurrence avec Samuel Boumfeld et Jean-Baptiste Torret. C'est moi qui ai fait le montage. Et du coup, voilà, donc pour moi, qui suis passionné de support physique depuis très longtemps, bah, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime transmettre et d'avoir aussi un peu de pédagogie sur les éditions support physique, sur tout l'investissement qu'il y a derrière au niveau des bonus, au niveau des droits de l'image, des droits du film, etc. Tout ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et je trouve que il faut aussi avoir cette parole-là de pourquoi une édition physique coûte cher ou pourquoi ci ou pourquoi ça. Toujours avoir cette pédagogie d'expliquer un peu les choses. Et maintenant que je connais un peu à travers ce que je peux faire avec la chaîne, du coup, pour moi, c'est très intéressant de véhiculer ça et de transmettre ça pour expliquer aux gens voilà, ce que c'est. Merci beaucoup. Ce sera la conclusion. On peut applaudir nos invités pour la qualité de leurs témoignages et des échanges. On va libérer la salle, mais on ne se quitte pas encore. Le festival, le salon continue toute la journée. Vous allez pouvoir acheter maintenant des éditions. Vous allez pouvoir continuer la discussion avec nos amis. Voilà, passez une très bonne journée et à très bientôt.